viennent nos vocations? De notre fort intérieur, de nos modèles familiaux ou du hasard de nos rencontres? Élément de réponse avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Jérémy. Enfin, dans la vie d'abord de ceux qui vous ont précédé quand même, hein. Ouais. C'est le principe de l'émission. Ouais. On commence par les origines. Et les origines, c'est là-bas, hein. Ouais, le village de Longuignane. On s'approche un de petit peu. Balagne. On s'approche un petit peu. Ouais. Qui on a là, sur la photo? Alors là, il y a mon arrière-grand-mère, mon arrière-grande-tante et des membres, des amis du village de Longuignane. Voilà. Et je crois qu'il y a mon oncle dans la poussette, Dominique Orlandini. Alors, c'est quoi l'histoire de la famille, justement? L'histoire de la famille, c'est des gens de Balagne, de Longuignane, de Cateri, de Calenzane, qui vivaient dans ces villages et qui sont partis aussi travailler beaucoup, comme ça se faisait à l'époque, en Tunisie. Ouais. Et voilà. Oui, parce que votre grand-père, il est en Tunisie quand il rencontre votre grand-mère Lisette, hein. C'est en Tunisie que ça se passe. Ouais, c'est en Hein? Tunisie que ça se passe. Les deux familles étaient là-bas, ouais. Et lui, votre grand-père, il va faire plutôt carrière dans... Mon grand-père, il voulait être artiste. Ouais. Il voulait être peintre. Il dessinait beaucoup et il voulait monter faire les Beaux-Arts de Paris. Et en fait, quand il avait 18 ans, il faisait son service militaire en Tunisie. Et les troupes allemandes sont arrivées, je pense 42, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Et on lui a dit vite, pars, parce qu'en fait, si tu te fais faire prisonnier par les Allemands, on ne sait pas ce qui peut t'arriver. Et donc il a traversé, apparemment, c'est ce qu'il me racontait, en pleine nuit, la frontière vers l'Algérie. Et en Algérie, ils l'ont enrôlé pour partir faire la guerre en Italie, avec les troupes Toute française, il va faire Monte françaises. Cassino, Il fait hein. Monte Cassino, il Ouais. fait ouais. Et donc, voilà, il sort de la Seconde Guerre mondiale, comme on sort de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire déjà survivant, mais avec pas grand-chose, et plus de papier, tout, c'était le bordel, vous imaginez bien. Et on lui propose de devenir gendarme. Et donc, il se retrouve muté à Nancy, donc déraciné de la Corse, tout ça. Mais ça a été, je sais que ça a été violent pour eux enfin comme pour tous, hein, de survivre à la Seconde Guerre mondiale et ensuite de devoir partir dans le Nord. Complètement. Ouais, Ils vont faire souche ouais, dans le Nord. Hein? ouais. Votre maman, elle est là-bas. Non, ma mère, elle est à Tunisie. Elle est en Tunisie, ouais, votre maman. ouais, Eh ma oui, mère, elle est à en Tunisie, oui. Ouais. Effectivement, on la retrouve là en train de faire du théâtre, Ouais. parce que justement, c'est son truc, elle. Hein. Elle va faire elle va faire le conservatoire. Vous allez m'expliquer justement là-bas à Nancy. Hein. Yes. Hein? Mais là, c'est Michel Casalta. Ma mère, elle est là, en fait. Ma mère, elle est là. C'était Michel Casalta, c'était son associé avec qui elles ont monté cette troupe de théâtre à Tribière, qui était une des premières troupes de théâtre corse, mais qui était surtout tenue par deux femmes, ce qui était assez dingue pour l'époque. Ouais. Et oui, Mais ma parce mère, ouais, a été premier prix de conservatoire au théâtre de Nancy. Ouais. et elle revient en Corse en fait, hein, à l'époque. Elle revient en Corse après être passée par Nancy, après être passée par Paris, et elle se dit je vais monter un théâtre corse dans les années 70, ouais. Qui était en plus un théâtre basé sur l'école brechtienne qu'elle avait étudiée aussi en Allemagne, et avec Michel Casalta. Donc là, elle monte des premiers spectacles assez avant-gardistes pour l'époque. Hein. Et puis elle va... Ah oui, oui, complètement. Bah, Donc c'est connu. moi j'ai grandi avec Michel et Dominique, ma mère, donc, qui sont ma famille, et qui me racontaient des histoires complètement délirantes dans les années 70 en Corse, où elle sillonnait la Corse pour faire des représentations de théâtre. Voilà, assez dingue. Et justement, comment on pourrait qualifier le caractère de votre maman? Très forte, très calme, inébranlable, c'est-à-dire que aucun problème ne peut l'affecter, et très artiste, très artiste. Donc ouais, non, j'ai grandi avec une mère qui m'a vraiment initié au théâtre, au cinéma, à la littérature, à la poésie, à la peinture. La peinture, il y a lui aussi, venez avec moi. Il y a lui, non? Ouais, Hein? On en a Doumet. parlé un petit peu tout à l'heure. ouais, Doumet. Alors lui, exactement, c'était le second mari de ma grand-mère.
Et moi, j'ai grandi beaucoup dans sa ferme qui s'appelait Pichalet, dans la plaine du Regine. Et là, c'est lui, Dans son jardin. dans son jardin, quelques mois, 1 an, je pense, avant son décès, peu à son âme. Là, il était un peu malade, mais il plantait toujours ses patates. Mais alors, ils étaient à qui, tous les tableaux qu'il y avait autour de vous quand vous alliez à la maison de village? C'est la maison de village, là-haut? Ou non, ça, c'est la ferme de Doumé. De Doumé, d'accord. Donc Pichalet, dans la plaine du Regine. Et tous les tableaux, c'était le premier mari de ma grand-mère, donc le père de ma mère. C'était votre grand-père. Ouais, donc. Jean Pétris, qui Qui est- lui était de Longuignane. Et lui, il était artiste. Lui, il peignait, C'est justement. lui, ouais, carrément, qui voulait faire les Beaux-Arts de Paris et qui s'est retrouvé à faire Monte Cassino, tout ça. Ah, donc votre maman, en fait, elle s'est inscrite dans son héritage quand même, alors finalement. Ouais. Elle a réalisé ce qu'il Ouais, n'avait ouais. pas réussi à faire lui, Ouais, peut-être. c'est dingue. Et même moi, tu sais, je dessine beaucoup et je réalise qu'en fait, lui-même dessinait des portraits de voyages qu'il faisait. Moi-même, après, par la suite, j'ai continué à faire ça inconsciemment avec mon projet Carnet de visage. C'est étonnant. Je sais pas Tout si part- c'est la tout- génétique. Ouais, il y a quelque chose en tout cas. Ouais. Parce que justement, on se rapproche un petit peu du village, Ouais. pas des visages. Ouais. Quel rapport vous avez justement? Vous naissez, parce que votre maman rencontre votre père, vous naissez en 1990, Ouais. vous grandissez à Paris, Ouais. quand même. Mais la Corse, quelle place elle occupe dans Euh, votre enfance? Dans mon enfance, c'était vraiment l'été. Je venais 2 mois par an en Corse, qui pour moi était une bouffée de respiration exceptionnelle. Et c'est seulement à partir de mes 17 ans que j'ai commencé à avoir mon permis de conduire, un peu d'argent, que je venais plus souvent possible. Et j'ai commencé vraiment à renouer de façon plus systématique avec l'île. Mais sinon, quand j'étais petit, je venais que l'été, en fait. Ouais. Ouais. J'étais souvent Parce bloqué que- à Paris, et donc j'étais bloqué entre ces deux mondes. Enfin, j'étais entre ces deux mondes, tu vois, Mm. l'urbanisme total et la nature. Et puis vous avez Et une Lille. passion aussi, quand vous êtes petit, c'est le basket. Ah oui. Vous pensez basket, vous shootez à longueur de journée, c'est votre vraie passion aussi. Ouais, j'adorais le Hein. basket. Ouais. Donc c'est J'adorais très le urbain basket. comme sport aussi finalement. C'est vrai, ouais. Hein. Le skate aussi, Ouais. j'étais mais assez vite, quand même, vers mes 13-14 ans, je suis tombé dans la guitare et Eh ouais. j'ai réalisé que Parce que c'était plus justement, mon truc. un jour vous êtes à Île-Rousse justement, avec Ouais. un de vos copains qui s'appelle Sacha. Exact. Sacha, c'est votre oncle, comment il s'appelle votre oncle qui vous a passé un appartement? Charles. Charles qui Charles vous passe un Doriano, appartement. Et puis là, vous écoutez de la musique Exact. On écoutait tout le temps du Jimi Hendrix. et cet album, je crois. Hein. Castles Made of Sand, ouais, c'est une de mes chansons préférées d'Hendrix, ouais. Et avec Sacha, à Île-Rousse, j'apprends mes premiers morceaux de Jimi Hendrix. Ouais, c'est vrai, c'est drôle. Et Qu'est-ce encore, hein, Qu'est-ce qui vous la donne cette guitare là? c'est Sacha, C'est c'est mon Sacha pote Sacha, ouais. Ouais. Mon pote Sacha qui était très bon à la guitare déjà et qui commence à m'apprendre mes premiers morceaux et on décide de monter notre premier groupe qui s'appelait Capone Espinosa à l'époque et on va écrire nos premières chansons. Ouais. Eh ben, on va voir comment ça se passe quand vous écrivez vos premières chansons. Ouais. C'est par là-bas que ça se Yes. passe. Allez, venez. Asseyez-vous, Jérémy. Et effectivement, Capone et Spinoza, ça donne Excellent, ouais. ça. Donne ça. Ouais, on a 17 ans, c'est nos premiers concerts, on écrit nos premiers titres et on trouve un public, c'est cool, ouais. Bah ouais. Ouais. C'était au Café de la Danse, ça, j'en me souviens. Café de la danse. Ouais, belle salle à Paris. Enfin, elle s'est glissée dans sa vie. Lui qui voyait tout le temps, tout en gris. Il ne croit en rien. De toute façon, à quoi ça le mène? Très vite, leurs deux corps s'entremêlent. C'est vous qui Ouais. composez Ouais, carrément, c'est nous qui composons. dès le début, quoi. Je compose, ouais, bien sûr, je compose. Et puis, Sacha aussi compose avec moi, l'autre guitariste. La vie est belle à ce moment-là, non? Ouais, en tout cas, la vie est intense. Belle, je sais pas.
Parce Ah. que c'est l'adolescence, tu te cherches, tu te trouves pas toujours. Moi, je sais que c'était pas toujours évident pour moi à cette époque, mais on avait la chance en tout cas de pouvoir s'exprimer et d'avoir et de générer un intérêt. Ouais. C'est quoi le rêve là? Vous avez des rêves là d'ailleurs? On va être des pop stars? Des rock stars, pardon? Moi, je crois que je l'ai jamais vraiment trop fait pour être une star. Sinon, j'aurais fait d'autres choix dans ma vie par la suite. Je l'ai vraiment fait avant tout pour exprimer déjà quelque chose d'authentique, de vrai, et d'inspirer les autres, quoi. Mais j'avais pas trop le fantasme d'être une star. Je l'ai toujours pas en plus. Mais parce que ça va très vite, effectivement. 14-15 ans, vous découvrez la guitare, 2 ans après sur scène. Ouais. Euh, et il va y avoir ça. Ouais. Qui change ma vie, ouais. Première petite annonce à laquelle je réponds et ça débouche, On va savoir sur quoi ça va déboucher. Mais justement, Premier recherche film, ouais. musicien pour un film. Il y a Ouais. juste marqué ça, hein, on est au lycée. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous voyez ça? Je me dis, tiens, peut-être. Voilà. Donc j'ai aucune idée de quel est ce film et je réponds avec une petite lettre et une photo. J'avais pas de mail à l'époque, j'avais même pas de smartphone, j'avais juste un Et téléphone. puis ça allait pas vite à l'époque, parce que c'est 6 mois après. Ouais. 6 mois après, vous avez une réponse. 6 mois après, je reçois un coup de fil et on me propose de passer justement ce casting. Et en fait, je réalise que c'est un peu un miracle que ma lettre ait été ouverte. Parce qu'en fait, ils avaient jamais ouvert toutes les lettres qu'ils avaient reçues, ils avaient reçu trop de lettres. Et, sauf qu'ils étaient vraiment, comme on dit, en galère de trouver cet acteur pour ce rôle. Et ils ont fini par ouvrir ces lettres qu'ils avaient stockées dans un bureau de prod. Et heureusement qu'ils l'ont ouverte, ouais. Et donc, il vous appelle, vous arrivez dans une salle, et là, il y a une femme. Je rencontre une directrice de casting, je me souviens, qui s'appelait Emmanuelle Prévost. Et je passe des essais très rapides, très succincts. Et après, la semaine d'après, je rencontre la réalisatrice. Et elle me file mon premier rôle au cinéma, ouais. Parce que dès que vous vous rencontrez, en fait, il se passe quelque chose. C'est une certaine Lisa Asuelos. Et vite, elle vous choisit, quoi, en fait, hein. Ouais, elle a un flash, elle comprend. En fait, elle galérait vraiment à trouver ce personnage et cet acteur pour interpréter ce rôle. Depuis, je pense, quasiment depuis 10 mois, elle cherchait l'acteur. Ouais. Et voilà. Et c'est vous. Et c'est vous. Et dit, moi, elle c'est a un vous. flash, c'est moi, ouais. Mais c'est vous, mais Ouais. sauf que vous n'êtes pas acteur, Jérémy. Sauf que moi, j'avais jamais considéré être acteur. Et mais ça se fait naturellement. Vous prenez des cours? Comment on fait En fait, comme j'avais toujours grandi dans le cinéma et le théâtre avec ma mère, voilà quoi. Voilà. C'est pas compliqué, hein. Et donc, quelques temps plus tard, J'avais des bases quand même sans tu vois, ouais. Ouais. ça donne ce film. Bah ouais, ça devient ça. On me propose de tourner ce film et en fait, ça allait très vite parce que on me propose le rôle, je crois, en décembre et on commence à tourner en février, donc ouais, un mois plus tard, on tournait. Ouais. Comment ça se passe, le tournage? Génial. C'est un des... Carrément. Ouais, c'est un des plus beaux moments de ma vie. Je dirais franchement, en fait, même ça m'a sauvé un peu à cette époque où c'est pas que je filais un mauvais coton, c'est qu'il y avait pas forcément des bonnes énergies à la maison, au lycée, tu vois. C'était pas hyper positif. Et me faire embarquer sur cette équipe, trouver une famille de tournage, toute cette bande de jeunes qui est devenue tous des amis. On a passé vraiment tous un très bon moment, on s'est éclaté. Et je pense que ça se ressent dans le film, tu vois. Bah, clairement, super film, super succès. Ça, c'est vraiment Et un ça blockbuster, me- quoi. Mais sauf que, justement, c'est là un petit peu le problème. C'est que c'est un trop gros succès, peut-être, à l'époque, non? Pour vous, en tout cas. Bon, en tout cas, moi, ça me permet vraiment de changer la narrative de ma vie à ce moment-là. Donc, super. Après, effectivement, ce qu'on appelle le succès à 18 ans, quand t'es pas forcément prêt, et l'exposition quand t'es pas forcément prêt, ni entouré, ça peut être un peu galère à gérer. Mais je dirais quand même que c'était avant tout très, très, très positif. Ouais, mais vous le gérez quand même pas si bien que ça, parce que suite à ça, j'insiste, on vous propose des tonnes de rôles, souvent, certainement, j'imagine en plus le même genre de rôle, et vous sentez pas les choses, en fait. Moi, j'avais pas envie de m'enfermer, effectivement, dans le rôle du beau gosse du lycée. Et je pense qu'en plus, je l'avais très bien fait dans LOL, et ça servait à rien de continuer à le faire à Tire-Larigot dans d'autres séries ou des choses comme ça. Donc non, je refuse quand même pas mal de choses qu'on me propose.
Et vous acceptez justement, c'est ça qui est intéressant. Et j'accepte des projets un peu plus décalés, ouais. Ouais, en fait, je me retrouve à tourner en Amazonie, à rencontrer des Indiens d'Amazonie, vraiment des tribus locales. Et là, il n'y a pas forcément les photos, parce que j'ai pas de photos vraiment de quand j'étais dans le fin fond de l'Amazonie. Là, c'est plus des extraits du film ou sur les offs du tournage. Mais vraiment, je passe du temps. Et après le tournage, je décide de rester quasiment 6-7 mois, en fait, là-bas. Et de continuer mon voyage seul, tu vois. Ah ouais, à dessiner justement. À dessiner. Dessiner les gens que vous rencontrez. Ouais. Ça devient vite une habitude, ça. Ouais. Mais pourquoi ce besoin d'introspection? Pourquoi ce besoin d'aller vers les autres? Pourquoi ce besoin de rester seul? Parce que vous restez seul là-bas. J'avais, je pense, une soif de voyage, d'exploration et de me construire en tant qu'humain, en tant qu'artiste, et de pas m'enfermer dans un peu ce dont tu parlais avant, le star system, tu vois, qui peut être assez... peut te renfermer sur toi-même, je pense. Là, j'avais envie de voir le monde, quoi. Et c'était une occasion inédite, à 20 ans, de pouvoir faire ça. Et de découvrir une autre culture, vraiment. Complètement, une autre culture, et puis finalement sa culture aussi, parce qu'après le voyage, les arpenteurs du monde, ça veut dire die Vermessung der Welt, on vous retrouve en Corse. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous revenez en Corse, à vos racines. En fait, à la suite de l'Équateur et de l'Amazonie, je réalise à quel point j'ai besoin de renouer avec mes racines, ma culture, mes terres, et donc je prends conscience qu'il faut que je passe beaucoup plus de temps en Corse. Et donc vous tournez ce court-métrage, Marco Maria, effectivement. Joli court-métrage. Très beau court-métrage, de Julie Pereira. Et puis aussi la Corse, c'est inspirant pour vous, même artistiquement aussi, je crois. Parce que c'est quand vous revenez que vous commencez à recomposer quelque chose. Totalement. En fait, dans le calme, le silence aussi de la nature, et puis ce côté très lumineux que la Corse apporte, je me mets à composer des nouvelles chansons, quelque chose de complètement... et d'écrire des nouvelles chansons que j'aurais pas pu écrire dans la ville, en fait. Et ça donne ça. J'appelle un jour sur terre. J'appelle un jour doré. J'appelle un jour si clair que rien ne fera plier. J'appelle car je n'ai que ma voix. J'appellerai chaque fois. J'appelle pour allumer la nuit en un souffle infini. Et donc vous faites cet album, 1043. 1043. C'est un super album. Merci. Sauf que je pense qu'il rencontre pas son public à cette époque. Et c'est à une époque où je pense que le folk rock plus poétique marche pas trop à cette époque-là. On est en 2017, 2018. Aujourd'hui, il y a un renouveau là en 2026, donc ça me fait plaisir pour tout ça. Mais non, à cette époque, les gens écoutaient plus trop ça. C'est plutôt le rap et tout là. Très rap, Et du coup, votre maison de disques vous lâche, quoi. Ouais, carrément. C'est pas un bon souvenir, ça, pour le coup. Non, moi j'accepte. Dans le chemin de l'artiste, pour moi, c'est normal qu'il y ait des hauts, des bas. Et ça, c'est un bas, mais justement, pour le transformer en haut, vous vous dites il manque quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Ouais, je sens aussi que c'est pas exactement mon son, parce qu'en fait, comment dire je sais pas. J'ai eu la possibilité de faire cet album avec beaucoup de liberté, mais en même temps, on m'a quand même vachement poussé à le faire d'une certaine façon, avec certaines influences. Et je réalise qu'il faut que je récupère vraiment les rênes du navire, comme on dit, et que j'écrive vraiment mon histoire de A à Z. Et pour récupérer les rênes du navire, il va falloir partir. Ouais. Et nous aussi, il va falloir qu'on parte. On va aller les récupérer un petit peu plus loin. D'accord. Allez, venez avec moi.
Et donc, Jérémy, on vous retrouve à New York. À New York, exact, ouais. Pourquoi il fallait partir à New Ma York? soif de voyage, d'explorer le monde continue. Je sens que j'ai encore plein de choses à apprendre pour devenir l'homme et l'artiste que je veux être. Vous y restez quand même 6 mois. Ouais, je reste un bout de temps à New York. Mais pendant que vous êtes à New York, on va vous dessiner. Vous dessinez beaucoup, hein, toujours. Hein. Ça, c'est toutes les gens que vous croisez, en fait. Hein, Exact, ouais. Je commence à tenir des carnets que j'appelle mes carnets de visage, qui sont des portraits de rencontres, de d'inconnus, voyages. hein, qui sont sur votre chemin. De gens que je rencontre sur mon chemin. Ouais. Et quand vous rentrez, on pense avoir un album. Et en fait, on a... Une expo. Ouais, j'aime bien aller là où on m'attend pas, effectivement. Ouais. Ces fameux carnets de visage, donc... On a sorti en plus à la fin du Covid où les gens étaient encore masqués. Donc ça avait vachement de sens de voilà, un portrait sur le visage, la rencontre, un moment où tout le monde était masqué, ouais. Mais c'est très important pour moi. Ouais, à l'époque, vous errez et vous cherchez. Ouais. Et vous n'avez toujours pas trouvé en fait ce que vous cherchiez. Hein. C'est la raison pour laquelle, effectivement... Mais c'est le propre de l'artiste de tout le temps chercher. C'est pour ça que j'ai remarqué souvent, je m'entends bien avec les scientifiques, parce qu'on est des chercheurs, les artistes et les scientifiques. Exactement. Et là, on est à Los Angeles. Ouais, et après ça, j'ai eu une grande envie d'aller à Los Angeles et de me reconcentrer sur la musique là-bas, parce que j'ai réalisé que beaucoup de musique que j'aimais venait de là-bas, en tout cas de Californie. Et j'ai beaucoup composé, enregistré, rencontré beaucoup d'artistes là-bas. Et je suis revenu avec un peu une nouvelle idée de... Ouais, parce qu'en fait, il y a une rencontre aussi. Alors, c'est un vivier de musiciens extraordinaires. J'imagine Los Angeles, c'est un truc, ça doit être magique. Et de studios, et de peintres, et de sculpteurs. C'est hallucinant. Mais parce qu'il y a aussi la langue anglaise. Si vous allez à Los Angeles aussi, si vous allez à New York, c'est parce que... C'est quoi? C'est cette sonorité qui vous conviendrait plus à l'époque? C'est vrai. Puis je commence... C'est pour Hendrix? Je réalise qu'en fait, la musique que je veux vraiment faire, malgré le fait que j'adore la langue française, je veux la faire en anglais, en fait. Je prends cette conscience là-bas, ouais. Ouais. Vous prenez cette conscience là-bas, mais vous venez l'écrire en Corse, parce que sitôt Los Angeles fini, vous revenez un petit peu je reviens en Corse. Ça donne ça. Ah bah ouais, là c'est le premier single qu'on a sorti, Too Short. En Corse, tourner en Corse, un clip. Tourner en Corse, dans le Cap Corse, ouais. Pourquoi? Il fallait à tout prix que ça soit tourné en Corse? Ouais, en fait, je me suis vraiment dit, est-ce que je peux réussir à enregistrer, composer, tourner quasiment tout ce nouveau projet en Corse, le produire aussi en Corse. Et ouais, on y est arrivé. Oui. Et en anglais, c'est plus vous, alors, du coup? Ouais, je pense que c'est... je pense qu'en tout cas, c'est une... Vous l'avez capté, j'ai plusieurs facettes. C'est en tout cas une de mes facettes, ouais. Ah oui? Ouais, c'est une de mes facettes que j'avais besoin d'exprimer et dans lequel je me retrouve vraiment bien en ce moment, musicalement. La preuve, hein, c'est qu'on vous retrouve sur scène ensuite. Hein. Ouais, bah après, des je scènes. monte... en fait, en ayant passé pas mal de temps en Corse, j'ai rencontré beaucoup de musiciens parce que j'ai enregistré avec plein de musiciens ici. Je pense à Miguel Dominici, je pense à Martial Paoli, je pense à Fabien Pardès, je pense à Jean-Marc Mancini, à Toussaint Mariagne. Et puis je rencontre plein d'artistes corses, de musiciens corses, et je les embarque avec moi sur les scènes que je fais, les concerts que je fais, et on devient tous très amis. Et puis, quand tout va bien, quand les planètes sont alignées, elles continuent de bien s'aligner, parce que... Ouais, il y a la suite de LOL qui arrive, ouais. Il y a elle qui vous appelle un jour, hein, Lisa Azuelos, ouais. Bien sûr, et qui vous dit quoi? Bah écoute, on était restés toujours en contact depuis tout ce temps. Et vers 2018, on a un peu eu cette idée
saugrenu, presque comme une blague. On s'est dit, et si on pensait à une suite? Et puis en fait, ça a pris plus de temps que prévu de la monter. Et 5-6 ans plus tard, en fait, on a réussi à la monter, la tourner. Oui, parce qu'il y a quand même une mauvaise nouvelle, c'est que s'il y a une suite, c'est pour que vous soyez dans la suite. Et en fait, votre copine de LOL 1, en fait, elle ne veut pas être sur le projet LOL 2, en fait. Donc exactement. Du coup, vous jartez, vous. Du coup, mon rôle se retrouve très amoindri. Mais en même temps, moi, j'ai cette faculté dans la vie à jamais prendre les mauvaises nouvelles de façon négative. J'ai compris que en fait, ce qui arrive doit arriver et il faut toujours en tirer le meilleur. Surtout pas avoir tu vois, le verre à moitié plein. Et je me dis, c'est pas grave. Lisa veut quand même me garder dans le film, même si mon rôle est beaucoup plus petit. Et elle me demande quand même de composer la chanson du film, chose que je fais, Ever the Same, elle s'appelle. Et je réalise qu'en fait, c'est la meilleure des suites qu'on pouvait faire, justement, avec un autre point de vue, quelque chose d'inattendu. Et vous à la musique, et on écoute ce que ça donne. Ok. Give me a reason to forget. Give me a reason to forget. I don't care if it's right or wrong. And I don't care if it's my last song. Funny how people change. That's how it is, I guess nothing remains ever the same. Le film est un gros succès, et le titre est un gros succès. En fait, cette chanson, je réalise, tu vois, là, je viens de prendre conscience de ça avec tout ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure, tout ce que tu m'as rappelé depuis tout à l'heure. C'est qu'en fait, cette chanson, elle parle de ce chemin de la vie. Où clairement. On sait jamais, en fait, ce qui va nous arriver. Les choses changent et il faut embrasser le changement, il faut évoluer tout le temps. Et cette chanson parle vraiment de ça, ouais. Et les prochaines, elles vont parler de quoi? Parce que l'album sort, la fin du mois de mars, il sort. Écoute, ouais. Libellou, là. Là, il y a tout un album qui sort. C'est très personnel, parce que Libellou, là, ça parle d'intimes, de choses qui remuent des choses chez vous. Ça raconte une histoire d'amour que j'ai vécue, dans laquelle je me suis à la fois retrouvé, à la fois perdu, à la fois retrouvé. Voilà, c'est le phénix. Je suis un peu comme ça. Moi, je brûle, je me relève, de mes cendres, de mes flammes, j'avance. Continuez d'avancer. Allez, venez à côté de moi, Jérémy. La dernière photo, c'est moi qui la prends. Okay. C'est la coutume de l'émission. Allez, let's go. On va la mettre dans nos albums, enfin, en tout cas dans le mien, en tout cas, c'est sûr. Merci infiniment, Enchanté, Jérémy. Merci infiniment. Continuez de vous consommer. Merci pour cet accueil, en tout cas. Et à bientôt. Ciao. Du côté de la Balagne, parce que vous êtes de plus en plus souvent. Et maintenant, j'y suis, moi. Ouais, Okay. exactement. Allez, ciao. Ciao.